Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une émission roue libre, l'émission vélo de la First Team. On est très contents, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu les gars. C'est vrai, Ouais. Bah à cause de quoi? À cause du rugby, Joseph. À cause du rugby, ouais, c'est vrai qu'il y avait une petite actualité rugby, donc c'est vrai qu'il a fallu choisir. Mais ça y est, on est de retour les gars. Comment ça va Polo? Ça va très bien, écoute, Jeff. Déjà, tu commences par une critique. Non, je commence pas par une critique, je commence par une observation. Non, parce que j'aime beaucoup le rugby aussi. C'est vrai, c'est vrai. T'es bien. Ça n'a pas toujours été vrai. Bon, il est en forme, Polo, ça va, tranquillement. Et toi, mon Romain? Moi aussi, je suis en forme, ouais, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est gentil. Ah Moi oui. Quelqu'un de gentil, quelqu'un de qui J'ai dit Mais la c'est même parce chose que Paul, il te voit trop. Paul, C'est vrai. Deux, vous voyez trop l'un de l'autre. C'est pas On a faux. passé toute la journée dimanche ensemble, hein, de 9h du matin jusqu'à minuit et demi. Donc, Quelle idée. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, les gars? Eh bien, on va parler, comme vous voyez sur le plateau, il y a du jaune, il y a des maillots à pois. Il y a du rose Là-bas, Le Giro. il y a du vert, il y a un peu de Giro, mais c'est ça, pas, c'est pas la présentation du après. parcours du Giro aujourd'hui ou demain? Si, Dans la semaine, demain. c'est dans la C'est semaine. demain. C'est demain. L'heure à laquelle on parle, c'est demain. Ok, Et donc c'est mercredi. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de la présentation du Tour de France, Tout à fait. parce que le Tour de France a été annoncé la semaine dernière. Donc, on va se faire un petit récap. Voilà, on va parler étape reine, étape clé. On n'a pas encore tout parfaitement les profils, mais il y a largement de Ça quoi connaît faire. Paul est allé repérer tous les cols entre Ouais. la semaine dernière et cette semaine. C'est pour ça qu'on a attendu un peu. J'ai vu qu'on discutait ce matin Enfin bref, on en parlera tout à l'heure, notamment de l'étape reine qu'on a choisie. Moi, j'ai trouvé un profil pas officiel, mais un profil qui pourrait être celui de l'étape reine qu'on a choisi. Voilà, j'en parlerai avec vous tout C'est à vrai l'heure. qu'on a, de toute façon, on a très peu de profils pour l'instant. Ouais. Voilà, mais on a largement quand même de quoi faire une preview et savoir de quoi va être fait ce Tour de France 2020. Et on va savoir aussi se poser la question, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques autour de ce parcours qui est énormément dans le sud. Et on va se demander si c'est oui ou non un parcours progressiste, pas progressiste, notamment par rapport aussi au contre-la-montre, qui a peu de contre-la-montre. Et on en parle tout de suite, les gars. Est-ce qu'on commence par un focus tout simplement? Oui, on commence par un focus. Allez, on passe par un focus. On commence ce focus avec une présentation de cette carte que vous allez découvrir si vous ne l'avez pas encore vue. Vous allez voir que le trajet des coureurs du Tour de France va se concentrer particulièrement par le sud, et notamment il va partir de Nice exactement. Il va partir de Nice pour descendre dans le sud. On va aller tout de suite dans les Pyrénées. Tout de suite dans les Pyrénées, on va remonter vers la Charente-Maritime. Cette Charente-Maritime, on va aller à l'île de Ré, que Paul connaît très bien, Fantastique, l'île de Ré, c'est la famille. où on était en vacances cet été. Ouais, on va essayer d'y aller. Elle passe à Saint-Martin. Saint-Martin qui est l'espèce de capitale économique de l'île de Ré. Je vais vous dire, je ne sais pas par où ils vont passer sur l'île, mais bon, après, il n'y a pas mille routes. Mais en tout cas, ça va être cool de faire d'île en île. C'est la première fois dans l'histoire du Tour de France. Exactement, on va revenir dans le Massif Central. Tu Et présentes ensuite, presque on aussi va, Christian Freedom. on va revenir dans le Massif Central, et après, on va repartir et on va terminer, évidemment, comme d'habitude, pas comme d'habitude, parce qu'avant il y aura un contre-la-montre à la planche des Belles Filles qui est très très attendu, l'unique contre-la-montre de ce Tour de France, et on va remonter comme d'habitude et jusqu'en 2024 je crois, par une étape qui part des Yvelines pour arriver Ouais, ça part à Paris. du nord de la région parisienne pour une fois. Enfin, pour moi, ça m'arrange en tout cas. Donc, ça Ouais, me mais fait c'est comme plaisir ça que- depuis 2 ans maintenant, Ouais, et c'est oui, comme c'est- ça, ce sera c'est comme vrai. ça jusqu'en Mais 2024. on a eu pas mal de départs de Versailles, voire même du sud de l'Essonne. Voilà, ça fait plaisir que ce soit un peu. On parte un peu du nord, même si c'est pas encore le 95, c'est le nord. C'est vrai que Ça 95. ne sera pas par Boulogne cette année, contrairement à beaucoup d'années précédentes. Non, je crois pas. Mais ça reste à voir. Parce que quand tu arrives à 78, tu peux. Mais on va décrypter tout ça. On commence déjà. Je voulais tout simplement, les gars, vous demander votre impression globale sur ce parcours du Tour de France, Polo. Bah écoute, moi, on en parlera surtout dans le débat tout à l'heure, mais j'aime bien le fait qu'il aille à l'île de Ré, j'aime bien le fait qu'il commence à Nice avec un départ difficile, notamment dès cette deuxième étape, et dès la quatrième, la première arrivée au sommet, Orsières-Merlette. Il y a des choses que j'aime bien. Je ne vais pas commencer par dire tout ce que j'aime pas, j'en parlerai plutôt tout à l'heure, mais... non, globalement, impression plutôt bonne. Moi, je ne suis pas contre l'idée de moderniser un peu ce Tour de France. Attention à ne pas tomber non plus dans les dérives de la Vuelta pour en faire un tour pro coureurs nationaux, enfin des coureurs nationaux qui correspond au profil de nos coureurs nationaux, qui auront du coup une grande chance de remporter le maillot jaune l'an prochain.
Mais voilà, après, oui, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, je ne suis pas contre ça, mais peut-être un peu trop quand même. Quelques éléments pour réexpliquer encore de quoi va être fait ce Tour de France. Il y a 4 arrivées en altitude. Il y en a déjà eu beaucoup plus en général dans le Tour de France. C'est peu. Il y a Au sommet, tu veux dire Orsières-Merlette. Mais ouais, arrivé au sommet. Orsières-Merlette sur l'étape 4, Puy-Marie étape 13, Grand Colombier arrivée inédite étape 15 et Méribel-Col de la Lose qui là par exemple va être une Inédit arrivée aussi. totalement inédite. Après, il y en sur a l'étape d'autres. 17. Il y en a Les d'autres grands un peu chiffres. intermédiaires. Hein. Par exemple, Oui, Marie, exactement. ça monte quand même. La planche des belles filles. Puis Marie l'a cité. Ah, pardon. Ah oui, ouais, j'ai d'accord. dit Concentré, Robin. Et puis oui, la planche des belles filles, évidemment, Voilà. qui sera le juge de paix. Et ça aussi, on en parlera tout à l'heure. J'ai Ouais, plein il y a- de choses voilà, à dire. on va juste parler des chiffres Vas-y, clés vas-y, notamment. vas-y, discute. Bon bah comme d'habitude on est sur du 3500 environ kilomètres De toute façon, c'est la global. limite. Un grand tour peut pas faire plus de 3500. Je voulais le dire parce que j'en ai vu pas mal sur les réseaux sociaux dire c'est court, les étapes sont courtes, ce grand tour est court. Oui, mais l'UCI impose maximum 3500 km. Donc ils pouvaient pas faire beaucoup plus. Il n'y a pas d'étape très courte comme on en a Il y eu a la l'année- plus courte, elle fait 122 km. C'est Mantes-la-Jolie, C'est Paris-Champs-Élysées, ça. donc la dernière. Contrairement aux années précédentes, on a vu des étapes de montagne très courtes et très nerveuses de moins de 100 km. Qui te Mais on n'a permettait de pas... rallonger sur d'autres étapes en fait. C'est Mais ça. la moyenne, elle a toujours La été moyenne est ce qu'elle très haute et il y a beaucoup d'étapes autour de 180-190 km. Il n'y en a qu'une seule qui dépasse les 200. Elle fait Ça, 218, c'est Chauvigny-Saran-Corrèze. C'est l'étape la plus longue. Tout à fait. Et ça fait partie des choses que je trouve un peu dommage, notamment de par de belles taponnées, de belles grandes étapes de montagne. Mais Paul, Soit dans les Alpes, quand dans il y a les- des étapes de 200, 210, 220 km sur le tour, c'est jamais des étapes de montagne. C'est toujours une étape, Oui, ça une étape peut. de transition Ça super chiante entre Chartres et je sais pas quoi. Et t'as jamais une étape de montagne. Le avec tour, quatre cols le de tour 200 repasse à la Reims cette année. Il y a 2 ans, quand Roglic gagne, il me semble que l'étape fait autour de 220 km. Est-ce que tu considères que c'est Chose l'étape que je vais reine aller vérifier tout de suite. Est-ce que tu considères que cette année-là, c'est l'étape reine En attendant, Pas loin, que Polo, pas loin, en pas loin. attendant que Polo vérifie ça, on a eu énormément d'altitude l'année dernière. Et ben cette année, on en a un peu moins, mais il y a quand même l'arrivée au col de la Lose qui est à 2300 mètres d'altitude. En tout, il y aura 12 sites et villes étapes inédites parce que vu qu'on part de Nice, et ben c'est un départ assez différent. On passe par des villes, on tourne autour de beaucoup de villes, etc. Donc il y a beaucoup de villes étapes qui sont inédites. Sur un total de 35, il y en a 12, c'est beaucoup. Et le prize money, 500 000 €. On verra qui aura ce prize money et succédera à Egan Bernal. J'ai eu le sentiment de Polo sur ce Tour de France. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Robin? Bah moi j'aime bien en fait que le Tour de France est une sorte de thème identifié. Voilà, cette année c'est la nouveauté avec beaucoup de cols qu'on connaît pas ou qu'on connaît mal. On a le col de la Lose, on en parlera tout à l'heure. On a le Grand Colombier qui a déjà été franchi sur le Tour de France mais qui n'est pas un col habituel non plus. Orsières-Merlette, même si ça sonne historique, c'est un col qui a très peu été emprunté aussi. 1989, je crois, la dernière fois. Exactement, et puis avec forcément l'épisode de 1971 entre Merckx et Ocaña, mais finalement peu emprunté dans l'histoire. Donc j'aime bien le fait que voilà, il y a un thème, comme tu le dis aussi, pas beaucoup d'altitude, alors que l'année dernière, avec notamment l'Isran, c'était le tour de l'altitude qui passait très souvent au-dessus des 2000 mètres. Bah, je trouve ça sympa voilà, d'avoir des tours qui ne se ressemblent pas, parce que finalement le tour de 2020 aura rien à voir avec le tour 2019. Et je trouve ça plutôt agréable voilà, on se rappellera que Bernal a remporté le tour de l'altitude. Et voilà, l'année prochaine, ce sera quelqu'un d'autre, mais on se rappellera qu'il aura gagné un peu le tour de la nouveauté. J'aime bien ce principe-là. On va partir avec les étapes clés déjà. On parlera des étapes près à la fin ou au début, les gars. Non, on va parler de... Ouais, j'avoue, on fera à la fin l'étape. Ouais, à la fin, l'étape fin, près, on va on va faire parler de nos découvrir étapes, parce que on a choisi chacun une étape clé. Et il s'avère que j'ai quand même vérifié quelle étape clé vous avez choisi parce que pour tout dire, Paul ne sait pas quelle étape clé Robin a choisi et Robin ne sait pas quelle étape clé Paul a choisi. Vous ne C'est savez ça. pas quelle étape Sachant clé que- j'ai choisi. Ce que je disais à Robin, c'est que j'ai choisi mon étape clé en dernier. Parce que tu Et, prépares l'émission tard. Et je prépare l'émission comme je peux déjà. Et pour le coup, ce n'est ni la tienne ni la tienne, Robin. C'est tombé bien. Elle est différente. C'est la preuve qu'il y a beaucoup d'étapes intéressantes. Exactement. Alors on va commencer par la mienne. Question chronologie. D'accord. Parce que quand j'ai vu vos deux étapes, et moi j'en avais choisi une troisième. Tu sais quoi, Donc Jeff, ça tu vas tombe très très bien bien. un peu avec Robin. Moi, je vais aller comment dire, apporter un peu de couleur et d'éclaircie à ce plan large qui est un peu sombre. Ça me va, Voilà. ça me va très bien. N'hésitez Ça pas va- à discuter. Ça Hein. va très Ouais, bien. à On tout à va l'heure. nous éclaircir un peu et on va partir sur cette première étape clé. L'étape clé Oh que là. vous choisir, Robin, c'est Pau-la-Reims. Alors, c'est la 9e étape.
C'est la 9e étape. C'est pas une étape monstrueuse en termes de kilométrage, en termes de col, etc. Mais ce que je voulais marquer, c'était que cette première étape, déjà la première semaine, il va y avoir 9 étapes avant la première étape de repos. Et au lendemain de cette étape-là, il y aura une première journée de repos. Et Pau-la-Reims, ça va être... non, presque. Il y aura eu quand même 3 étapes de montagne dans cette première partie de Tour de France. On sera passé par les Pyrénées, un peu des Alpes, et on peut dire que Pau-la-Reims, il va déjà y avoir énormément de lactique dans les jambes, et on connaîtra déjà avec cette étape clé pas mal d'états de forme. En tout cas, il se sera passé beaucoup de choses. C'est ça, je ne sais pas si on pourra définir un peu les forces en présence déjà à la Reims, parce que je pense que les gros favoris ne se seront pas encore découverts. Ce qui est sûr, c'est qu'on en aura certains qui sont passés par la fenêtre. Et voilà, dans ces 9 premiers jours, il y a déjà des favoris qui vont perdre beaucoup. Alors ça arrive un peu tous les ans. Cette année, c'était parfois les bordures. Des fois, on a eu les pavés. On se rappelle que Jakob Fuglsang, en 2019, a tout perdu sur les 10 premiers jours de course. Mais voilà, ce sera différent cette année. Ce sera tout de suite en montagne avec l'étape autour de Nice, avec le col du Turini notamment, l'étape d'Orsières-Merlette et celle-ci qui arrive à la Reims, qui vont déjà faire des dégâts. Et cette étape-là, c'est symbolique un peu, j'ai envie de dire, de ce Tour de France, parce que c'est dans les Pyrénées, mais on n'a pas de grand col mythique. Je pense que le col de la Hoursière, c'est en première catégorie, comme Marie-Blanc. Donc c'est finalement des petits aussi. Cols, entre guillemets, voilà, qui sont pas, on n'a pas de grosses ascensions, ni longues, ni très hautes. Mais Marie-Blanc, c'est très très dur, c'est très pentu. La Hoursière aussi. Je crois que c'est 7 ou 8 km Marie-Blanc, mais ça doit être du 7%, voire peut-être un peu plus de moyenne. Je l'ai monté, j'en ai... 4 derniers kilomètres à 11%, Marie-Blanc. J'ai eu du mal sur la fin, voilà. Et après, on voit... C'est normal, hein. 4 derniers kilomètres à 11%. ça me va de ne pas être le seul alors. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de... Finalement, il n'y a pas beaucoup de kilomètres après le sommet de Marie-Blanc. C'est une étape qui va pouvoir faire des dégâts. On l'a vu sur le Tour de France cette année. Des coureurs n'hésitent pas à partir de loin. On avait vu les étapes de Julien Philippe, de Thibaut Pinot. Voilà, ce sera un profil à utiliser. Mais est-ce que la grosse étape des Pyrénées, c'est pas l'étape de la veille, justement, avec l'arrivée à Manté, Balès et Peyre-Sourde. Avec le col de Manté, le port de Balès et le col de Peyre-Sourde. Le port de Balès, c'est un des gros morceaux de ce Tour. C'est ça. Et ça, pour moi, tu vois, le port de Balès, c'est une petite étape courte de 140 km. Tu enchaînes directement avec le col de Peyre-Sourde, qui n'est pas le plus dur, mais qui reste quand même un col mythique. Qui est roulant. Il faudra faire la différence dans Balès, parce que ce sera le seul hors catégorie. Très roulant. Et après, tu fonces directement vers Loudanviel. Je pense que sur le papier, sur le profil de cette étape, il y a quand même plus de choses à faire que je pense qu'une finalement. Là, ça va s'apparenter à une course de côte dans Marie-Blanc. Il y a trop d'écart, trop de vallées, je pense, entre le sommet du col du Soudet et le col de Soudet. Voilà. Moi, et pour derrière, avec cette descente, j'ai peur qu'il soit un peu galvaudé. Ça peut être intéressante, mais pour dire à quel point cette première semaine va être très compliquée et va mettre tout le monde en tension, c'est que déjà sur la première étape, c'est soi-disant premier sprinter, mais il y a quand même 3 petites difficultés. Deuxième étape, il y a 4000 mètres de D+, avec Colmiane, Turini, Est, tu en parlais tout à l'heure, Robin. Col d'Ez aussi, oui. Étape 3, c'est du plat. Étape 4, Orsières-Merlette, voilà, vous en parliez. Alors c'est plus compliqué sur le début de la montée que sur la fin, donc à voir comment ce sera utilisé. Étape 5, du plat. L'étape 6, il y a le col de la Luzette, il y a du 11%. Le Mont Égual aussi sera assez intéressant à suivre. Étape 7, il y aura peut-être des possibilités de bordure. Ils vont forcément être tendus par rapport à l'année dernière. Et on arrive sur l'étape 8, Manté, Balès, Peyre-Sourde, dont Polo a parlé, et l'étape 9, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais marquer cette étape 9 pour dire qu'il y aura 9 étapes, et toutes, à part 2 étapes de plat, l'étape 3, l'étape 5, à part ça, Polo, ça va être monstrueux cette première semaine. Ça va être monstrueux. C'est pour ça qu'au final, quand j'ai jeté un premier coup d'œil à ce parcours, j'étais un peu dégoûté de ne pas avoir une arrivée au sommet dans les Pyrénées. Mais finalement, quand tu regardes ce qu'il y a avant, quand tu regardes le profil même de ces 2 étapes des Pyrénées et ce qu'il y a après, finalement, tu relativises. C'est pas très grave. Et je pense même qu'il y aurait, vu le profil de ces 2 étapes, il peut se passer quand même beaucoup de choses, même si ça n'arrive pas en montée. Et ça explique la deuxième semaine un petit peu plus calme, j'ai envie de dire, par rapport à d'habitude. Je crois qu'il y a 2 étapes de montagne, 2 vraies étapes de montagne dans la deuxième semaine, parce qu'il faudra un peu se reposer après ces 9 premiers jours qui vont laisser de repos à personne, en fait. Voilà pour finir, un petit truc sur les Pyrénées. On parlait d'Orsières-Merlette, on a vu Luis Ocaña fantastique en 1971. Il faut savoir que dans le col de Manté, qu'on va arborer, enfin sur lequel on va passer sur la première étape pyrénéenne, et ben c'est là aussi, après avoir repris plus de 8 minutes à Ocaña, il va perdre tout espoir de gagner ce Tour 71 en chutant de manière un peu triste dans la descente. Le tour hommage à Luis Ocaña. Ouais, c'est clair.
On avance avec la deuxième étape clé. La deuxième étape clé, c'est la tienne, Paul. Avec cette étape 13, sachez qu'après l'étape 9, on aura journée de repos. Étape 10, étape 11, étape 12, c'est du plat globalement. Mais ce sera à l'île de Ré, justement. Donc, il faut l'île de Ré, attention attention aux bordures. Voilà, très attention aux bordures. Passer de bordures. l'Atlantique, là, et ça souffle dur. Et surtout que l'étape 13, vous allez la découvrir, cette étape clé que Paul a choisie, elle va être monstrueuse. 4400 mètres de dénivelé positif. C'est le plus gros de ce Tour de France. Et Polo, tu vas faire découvrir l'enchaînement monstrueux. Ça ne s'arrête jamais. Ça monte, ça descend. C'est incroyable. Ouais, alors si on ne l'a pas encore, je peux vous la montrer là, comme ça. Là, ça ressemble à ça. Voilà, vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Et quand vous voyez ça, vous pensez à quoi? Vous pensez à l'étape de Saint-Étienne de l'an dernier, tout simplement. L'étape où Alaphilippe et Pinot ont mis le feu à ce Tour de France. Voilà, j'ai un peu cette idée-là, avec quand même ce côté où c'est encore plus difficile. Là, on a vraiment un dénivelé qui se rapproche, qui est même un peu plus grand qu'un Tour de Lombardie. Et forcément, tu es obligé de te dire, j'ai cité Pinot et Alaphilippe, tu dis que ça, c'est une étape qui est forcément pour eux. Et en plus, tu rajoutes à ça une arrivée j'ai envie de te dire, au sommet, au Puy-Marie, la pyramide du Cantal, comme on l'appelle. C'est très dur parce que les 3 derniers kilomètres sont à plus de 11%, là aussi, à l'image du col de Marie-Blanque. C'est très dur sur la fin. Je pense que sur cette étape, tu l'as bien dit, c'est le plus gros dénivelé de ce Tour de France, plus de 4400 mètres. C'est pas dans un des grands massifs, que ce soit alpestre ou pyrénéen, ça c'est une première aussi. Ça va être... Non, mais le massif central est très bien utilisé, je trouve, depuis quelques années là. Ouais, et le Massif central, comme le Jura et les Vosges, sont vraiment mis à l'honneur sur ce tour. Et je pense que même si ça ne paye pas de mine, on le voit sur ce profil, on dirait que ça ne paye pas de mine, mais ça fait que monter et descendre. Ça fait pas peur comme ça. Ça me rappelle vraiment Saint-Étienne, et avec en plus cette arrivée au Puy-Marie qui est une arrivée difficile. Je pense que, en tout cas pour nos coureurs français et les spécificités de nos coureurs français qui seront favoris l'an prochain, ça peut être une étape parfaite, une étape, je pense, c'est celle où il va se passer le plus de choses l'an prochain. Pour dire tout cet enchaînement, il y a col Cessart, col de Guéry, montée de la Stèle, côte d'Estiade, côte d'Anglars de Salers. Si je me trompe sur les prononciations, c'est des montées et des côtes qu'on découvre, donc n'hésitez pas à nous le dire. Col de la Néronne et le pas de Pérol pour terminer avec 12 à 15% de pourcentage. Romain, ça va être très intéressant cette étape. Bien sûr, c'est justement la particularité de ce Tour de France, c'est que alors il y a sûrement une étape Rennes, on va en parler tout à l'heure, mais justement c'est pas centré, il n'y a pas vraiment 2 ou 3 étapes qui vont cristalliser toute l'attention et faire que tout le monde va attendre ces étapes-là. En fait, le principe de ce Tour de France, c'est que les coureurs pourront faire la différence presque tous les jours, ou au moins tous les 2 jours, et donc ce sera finalement quand tu auras les jambes, ce sera à toi d'y aller, mais ça peut être sur l'étape du Puy-Marie, comme ça pouvait être sur les 2 étapes pyrénéennes, comme ça peut être à Orsières-Merlette, et finalement ça peut être quasiment n'importe où. C'est, je pense, ce qui fera la beauté de ce Tour. On a tout dit sur cette étape-là. On avance sur la 3e étape clé, celle de Robin. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. C'est la première qui a été choisie par Robin. C'est le contre-la-montre à la planche des belles filles, veille d'arrivée. Alors, c'est pas du tout une nouveauté. C'est arrivé un nombre de fois incalculable ces dernières années d'avoir une arrivée à la planche déjà. Et surtout, contre-la-montre en veille d'arrivée. Là, on a mixé les deux. Quoi. Très souvent, voilà, exactement. Donc ça t'excite de mixer les deux? Ouais, carrément. Je pense que quand on l'a vu, on s'est tous dit là on a un truc inédit qui pour le coup va nous faire saliver d'avance, parce que on a très rarement des chronos en côte sur le Tour de France. C'est quelque chose qui a été pas mal expérimenté, notamment sur le Giro, mais sur le Tour c'est assez rare. Je me rappelle du chrono à l'Alpe d'Huez. Ouais, il y avait eu l'Alpe d'Huez, il y avait eu, c'est 2003, c'est ça? Alors là, oui, c'est ça. Qui gagne. Voilà, et il y a le chrono du Ventoux en 87 gagné par Jean-François Bernard. Mais à part ces 2 exemples-là, on a très peu d'exemples dans l'histoire du Tour. Donc finalement, c'est une particularité, et évidemment que ça va nous exciter. Alors on a ces 15 premiers kilomètres qui sont assez plats, mais après ça va monter. Ça monte lentement mais sûrement. Voilà, c'est assez plat. On passe par Mélisée, le village de Thibaut Pinot, et puis cette montée de la planche des belles filles. Alors c'est arrivé à la planche des belles filles apparemment, pas à la super planche des belles filles comme on l'a vu l'année dernière. Voilà. Mais le fait que ce soit la veille de l'arrivée, j'ai juste cette petite appréhension. Les grimpeurs ne devront pas faire l'erreur une nouvelle fois d'attendre. Et pareil pour les rouleurs, les grimpeurs rouleurs. Mais voilà, il faudra pas, parce que
c'est un chrono avec une énorme côte, c'est super, ça va permettre aux grimpeurs de limiter la casse, oui, mais ça va pas faire que les grimpeurs vont battre les rouleurs sur ce parcours-là. Un Thibaut Pinot, par exemple, ne va pas reprendre du temps à Dumoulin, Roglic, Froome ou Thomas sur un parcours comme ça. Donc, il faudra pas que les grimpeurs fassent la même erreur que souvent, c'est-à-dire de se surestimer et en estimant leur futur débours sur le chrono, d'estimer ça à 20-30 secondes alors que ce sera peut-être plus. Et D'ailleurs, puis, la seule fois où il y a eu un changement de leader sur un contre-la-montre placé à la veille de l'arrivée, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, toujours un contre-la-montre en veille d'arrivée, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017. Et il n'y a eu qu'une seule fois, Polo, où il y a eu un changement de leader, c'est 2011, Evans ouais. qui a gagné le Tour de Schleck France. en 2011, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ben, moi, pour aller dans le sens de Robin, surtout de ce qu'il a dit à la fin, il y a ce problème des grimpeurs qui risquent de se surestimer sur ce contre-la-montre, et puis aussi le problème des grimpeurs rouleurs. Je pense à Roglic, je pense à Dumoulin, à Geraint Thomas et même un peu à Chris Froome. J'ai peur que ces gens-là, justement, attendent peut-être ce rendez-vous de la planche des Belleville. Après, tu feras pas ne prennent pas trop de risques. Monstre, hein. Voilà, mais ne prennent pas Moins trop de que- risques avant, parce que mine de rien, sur une épreuve chronométrique, c'est là où tu fais les gros écarts. Je me rappellerai toujours de cette étude de l'équipe avant le Tour de France l'année dernière, où il disait que 40% des Tours de France, 44% des Tours de France se gagnent sur les contre-la-montre. Le reste était dispatché sur plusieurs autres aspects de la course, éléments de la course. Donc voilà. Il y a ce problème des grimpeurs, il y a aussi ce problème des grimpeurs rouleurs. J'ai peur qu'ils ne se mouillent pas trop avant cette étape, justement. Enfin, j'espère que ce ne sera pas le Ils cas, vont mais devoir j'ai cette justement petite pas faire inquiétude. cette erreur, voilà. Et puis il faut espérer que le clin d'œil à Thibaut Pinot, parce que c'est un petit peu un clin d'œil à Thibaut Pinot malgré tout, fonctionne un peu mieux que le clin d'œil à Romain Bardet cette année avec ce 14 juillet, cette étape du 14 juillet qui arrive à Brioude. Ça n'a pas fonctionné puisque Romain Bardet n'était pas dans le tour de sa vie. Voilà, j'espère que l'année prochaine ça fonctionnera un peu mieux. Et on Ouais, mais en imagine... plus, d'autant plus que là, tu peux faire un clin d'œil à Thibaut Pinot en passant par Mélisée, mais en plus en ayant une arrivée qui peut lui profiter concrètement à ses Oui, qualités. oui, c'est vrai. Alors À que Brioude, Brioude, à un ça correspond pas forcément aux qualités de Romain Bardet. C'est vrai qu'on se projette forcément un petit peu, on se dit, imaginons que Thibaut Pinot aille chercher le maillot ou conserve le maillot jaune sur une étape comme celle-ci, la veille de l'arrivée et en haut de la planche des Belleville. Non, ne tu nous as fais gagné pas le tour. rêver. Voilà. Ça peut être très très beau historiquement. Ça peut être exactement, Polo, ça peut être tout simplement légendaire. Voilà les 3 étapes clés. Et l'étape reine, quelle est-elle? Eh bien, c'est la 17e étape. On était tous les 3 entièrement d'accord là-dessus. On va découvrir le profil de cette 17e étape. Col de la Madeleine, col de la Lauze. Et le col de la Lauze, c'est une montée totalement inédite. En fait, c'est une montée qui rejoint les vallées de Courchevel et de Méribel. Les skieurs connaissent peut-être. Ils ont Exactement. asphalté le haut exprès pour le Tour. Enfin, exprès pour le Tour. En fait, c'est il a été carrément- asphalté très récemment, ouais. et on s'est dit à ce moment-là que c'est sûr que Ils le Tour l'ont de France fait, n'avait pas. un peu. Pour C'est le carrément Ouais, une c'est route ça. qui n'a jamais été empruntée par les voitures et qui n'est empruntée que par les vélos. Donc il y a des pentes monstrueuses. Route très étroite aussi. Voilà. Et donc ça va être ultra intéressant cette étape-là, Polo. Bah, clairement, moi j'avais vu un profil non officiel, du coup c'est pour ça qu'on l'a pas mis. Beaucoup de plaines. Je pense, il me semble, entre 80 et 100 km de plaine avant d'attaquer le pied de la Madeleine. Et après, tu enchaînes Madeleine et directement un peu de vallée et on remonte vers le col de la Lauze. Je pense que j'ai pas besoin de déblatérer plus que ça. On voit les profils, 17 km pour la Madeleine, 21,5 km pour la montée vers le col de la Lauze et Méribel. C'est monstrueux, on voit du noir, on voit du rouge. Voilà, sur le papier en tout cas, il n'y a rien à dire, cette étape risque d'être dantesque. Et je pense que justement, on parlait d'un tour peut-être même pour Alaphilippe, je pense qu'un Alaphilippe peut vraiment perdre énormément de temps sur ce genre de parcours, tout comme les punchers qui seront encore bien en place avant cette étape. Puisque ce n'est pas hyper dur, que ça ne monte pas hyper haut pendant ce début de Tour de France. Il y a du monde qui peut perdre gros sur une étape comme ça parce que le col de la Madeleine, ça monte haut, le col de la Lauze, c'est haut aussi, mais en plus, c'est très très pentu. Ça ressemble un peu, j'ai envie de dire, à l'étape de l'Iseran de cette année, qui a fait office finalement d'étape reine. C'est là où Bernal a pris le pouvoir. Et on se rappellera que c'était placé à peu près pareil, 4 jours avant l'arrivée, là, en l'occurrence pour l'étape de la Lauze. Je crois que c'était 3 jours avant pour l'étape de l'Iseran. C'est placé parfaitement pour que la grosse bagarre ait lieu ici et que le classement général s'affine. Peut-être qu'il y aura encore un coup à la planche des Belleville, peut-être que tout ne sera pas décidé au sommet du col de la Lauze, mais il y a quand même des chances pour que le gars qui soit en jaune ce jour-là, il ait fait un grand pas vers la victoire finale. Et à noter que la Madeleine, donc beaucoup empruntée dans l'histoire du Tour, mais Et très notamment peu. l'année dernière. Oui, c'est ça, mais très très peu depuis 2018. Oui, c'est ça, l'année dernière, donc pas 2019. Je bloquais un Ah peu. oui, oui. Attends. Mais très emprunté jusque 2005, beaucoup moins depuis. Je crois 4 fois seulement sur les 15 dernières années. Donc c'est un petit peu un retour dans un col qui est mythique, mais qu'on n'a plus l'habitude de voir. Et à noter que Thierry Gouvenou, donc, qui trace les parcours pour ASO, s'était dit on va faire col
col de la Madeleine, Grand Cucheron, et ensuite col de la Lose. Et quand il a vu la difficulté du col de la Lose, il s'est dit franchement on va faire sauter le Grand Cucheron parce qu'il n'y a pas besoin de ça, ce sera largement assez coriace pour les coureurs. Et juste à propos de ce que tu disais, Paul, sur Julien Alaphilippe, il y a juste une donnée importante et qu'on ne voit pas forcément sur le profil du col de la Lose, c'est que beaucoup disent qu'en fait il y a beaucoup de replats et beaucoup de murs monstrueux. Donc pour Alaphilippe, ça peut-être correspondre aussi à ses qualités, dans le sens où c'est beaucoup d'explosivité aussi sur le col de la Lose. On voit ce genre de replat où il peut passer. Et après, derrière, il y a des murs qui sont beaucoup plus compliqués. Et par contre, là, ce qui peut aller dans ton argumentaire, c'est que ça va à 2300 km d'altitude. C'est le point culminant de ce Tour de France. Et quand on a vu comme il a souffert sur le triptyque alpestre, là, par contre, ça peut être effectivement dur pour lui. Ça a monté, là où il a été le plus en difficulté, mine de rien, c'est quand on est monté très haut en altitude et qu'on a enchaîné l'école. Là, quand tu vas monter aussi haut en altitude et que tu viens de te bouffer la Madeleine, je pense que ça risque quand même d'être compliqué pour Julien Alaphilippe. Mais de toute façon, là, on extrapole. Est-ce que même Julien Alaphilippe va faire du Tour de France? Oui, qui passe pas de l'année, sachant que les Jeux Olympiques, c'est une semaine après et les Mondiaux un mois et demi après, et que les deux courses lui conviennent parfaitement. Voilà, on verra. En tout cas, on n'est pas là. Grimpeur, justement, on t'en parle, parce que ça va permettre de monter par à-coup et les rouleurs grimpeurs vont moins pouvoir gérer leur effort comme d'habitude. En tout cas, elle est incroyable cette étape. Moi, j'ai tellement envie d'aller au col de la Lose. Là, cette nouvelle route, elle a été ouverte en mai. Elle n'a jamais été prise par les routes et par les voitures. J'ai trop envie d'y aller. C'est ultra excitant. Donc, ça va être un beau parcours globalement. On va enchaîner avec un débat parce qu'il y a eu évidemment beaucoup de critiques sur ce parcours du Tour de France, comme d'habitude. Et ben, on en débat tout de suite. C'est parti. On en débat tout de suite. Et de quoi on va débattre? On va se demander si ce parcours, il est, disons, futuriste ou tout simplement moderne, exactement, voilà, c'est le mot que je cherchais, ou honteux, ou tout simplement les deux. Et voilà, on n'aime pas le moderne, tout simplement. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments dont il faut parler. Il y a la géographie de ce Tour de France, qui est ultra axée dans le sud, et il y a ce peu de kilomètres de contre-la-montre. Donc, on vous pose la question, les gars, est-ce que moderne, est-ce que honteux, Polo? Moi, j'ai envie de défendre le honteux, mais encore, vous m'avez entendu depuis le début de cette émission, ça va aussi, je relativise. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui me posent problème sur ce tracé. L'absence de col mythique, on en parlait avant l'émission avec Robin, pas d'Alpe d'Huez, pas de Tourmalet, pas de Galibier, c'est la première fois depuis 96 qu'on ne l'a pas. Et même à ça, tu peux même rajouter un peu ta petite stat. Toi qui as beaucoup plus travaillé que moi. Si on rajoute le Ventoux, l'Izoard et l'Aubisque, donc l'Aubisque ultra emprunté, le Ventoux et l'Izoard un peu moins, mais qui sont historiques, aux trois que tu as cités, donc ça fait les 6 cols les plus mythiques du Tour, j'ai envie de dire. C'est jamais arrivé depuis l'après-guerre qu'aucun d'entre eux ne soit emprunté. Très peu de passages à plus de 2000 mètres aussi, on n'en a qu'un cette année. On va dire 1,5 avec le passage du col de la Madeleine juste avant, mais c'est le col de la Lose. Il y en avait 7 l'an dernier, par exemple. Pas d'étape très longue, la plus longue, c'est une étape de 218 km. Et il n'y a pas d'étape de montagne parmi ces étapes longues, comme on a pu en avoir. Je parlais de la Reims tout à l'heure, la Reims c'était 201 km finalement. Mais voilà, on n'a pas des vraies grosses taponnets comme ça, et pas non plus d'étapes très courtes, très nerveuses, comme on a l'habitude de voir, et qui sont plutôt sympas à suivre, qui ne font pas les plus grosses différences, mais qui sont toujours très sympas à suivre. Il n'y a qu'une seule étape au-dessus de 200 km sur ce Tour de France. Et puis il y a ce problème du contre-la-montre. C'est pas le fait qu'il n'y ait que 36 km de contre-la-montre individuelle, ça ce n'est pas, on va dire, ça c'est déjà arrivé qu'il y en ait même beaucoup moins. Et surtout ces dernières années, c'est une tendance. Voilà, c'est une tendance, ça me dérange pas. Mais qu'il soit tracé comme ça et qu'il n'y ait pas, en plus de ça, un contre-la-montre par équipe, là ça me dérange parce que là on prend clairement un virage dans la volonté, et c'est mon dernier point, la volonté d'avantager certains coureurs plus que d'autres, et ces coureurs sont français. Alors Cocorico, vous savez que je suis peut-être le plus chauvin d'entre nous tous, mais mine de rien, pour l'équité du sport et l'équité de la plus grande course au monde, je trouve que c'est faire un peu offense à des coureurs comme Dumoulin, des coureurs comme Roglic ou des coureurs comme Geraint Thomas. Certes, ce ne sont pas les plus beaux, ce ne sont pas eux qui font le plus de spectacles, mais eux bossent beaucoup pour ce même objectif. Et là, tu leur enlèves, mine de rien, l'une de leurs principales forces. C'est comme si sur le Giro, d'ici 10 ans, on a un coureur italien qui est monstrueux en contre-la-montre, un Indurain italien, et qu'on décide de mettre 100 km de contre-la-montre et deux étapes de montagne, j'exagère. Et ben nos rappeurs, les Italiens l'ont fait. C'est pour ça qu'avec Moser ils l'ont fait, voire pire, avec ces histoires d'hélicoptères et tout. Celle Guimard pourra vous en parler mieux que moi. Laurent Fignon aussi. Enfin Laurent Fignon, non, pardon, excusez-moi.
Voilà, moi, ça qui me dérange. C'est que ce parcours, il est trop franco-français, en fait. Alors, ça ne va pas en déranger certains, mais nous, si on veut préserver l'équité de cette course, c'est un vrai problème moral, je trouve. Moi, je comprends pas de quoi on se plaint en fait. Parce que tu es français. Non, tous les ans, on dit qu'il y a trop de chrono et que c'est chiant et que ça plombe le Tour de France parce qu'on n'a pas de tous français là, bons en chrono. Que le chrono soit avant ou après, ça fait des gros écarts. À la fin du chrono, on sait qui a gagné le Tour, le mec se contente de gérer, ou alors le mec ne lâche rien en montagne et on sait qu'il y a un chrono qui arrive à la fin et qui va aligner tout le monde. Et tous les ans, on se plaint du fait que il se passe rien en montagne parce que on sait que le chrono va décider du vainqueur et que tout le monde joue pour la 2e, la 3e place. Là, pour une fois, on a un parcours qui sort de ce schéma-là et justement, ça va être la part belle et faite aux grimpeurs. Tant mieux. On ne demande que ça. On n'arrête pas de dire que les Roglic, Dumoulin, Froome, Thomas et les armadas qu'on va avoir l'année prochaine avec Ineos d'un côté, Jumbo-Visma de l'autre, où tous les grimpeurs rouleurs vont être réunis dans ces deux équipes. Thomas, Froome d'un côté, Roglic, Dumoulin de l'autre. Carapaz, pas vraiment un rouleur grimpeur. Oui, mais il sera dans l'une des deux équipes. Et ces mecs, oui, effectivement, tout le monde va être réuni dans ces deux entités. Ils vont se battre. Heureusement qu'on a un parcours qui ne leur convient pas, parce qu'ils vont déjà écraser tout le monde. Donc évidemment que c'est un parcours qui favorise Thibaut Pinot, on ne va pas se cacher, mais les Italiens et les Espagnols, ils font ça depuis 50 ans. Pourquoi nous, on devrait se priver ? On l'a toujours fait avec un peu plus de subtilité, ça a toujours été moins flagrant. Voilà. Mais là, ouais, c'est un parcours pour Thibaut Pinot. Tant mieux, on a un Français qui est capable de gagner le Tour, donnons-lui les chances. Le Tour de Suisse, ils ont fait un parcours une année, en 2009 je crois, où il n'y avait pas un pet de montagne pour que Cancellara puisse gagner un Tour de Suisse. Qui leur en a voulu ? Personne. Thibaut Pinot, lui, en tout cas, c'est vrai qu'il l'aime bien, ce parcours. Évidemment il l'a qu'il l'aime bien. Il s'en cache pas et dit c'est très difficile de prévoir le scénario de ce Tour 2020. C'est en tout cas un très beau parcours. Sur le papier, il me plaît beaucoup. Ouais, et puis voilà, ça, c'est pas étonnant. Puis j'ai même envie de dire que ce parcours correspond aussi à Julien Lafilippe pour un éventuel, si tout se passe bien, si toutes les briques s'imbriquent très bien, même Alaphilippe peut gagner le Tour de France. C'est Julien Alaphilippe qui dit ça. Voilà, Julien Alaphilippe dit ça. Et Thibaut Pinot, lui, dit on avait pourtant dit que c'était la dernière ou jamais l'année dernière. C'est sûr que c'est un tour pour moi, mais lui, c'est encore plus clair. C'est un tour pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres coureurs. Pour Bernal, c'est idéal. Voilà, Bernal, il doit être content. Pour grimpeur, et pas seulement pour moi. Imagine Bernal qu'on lui mette 50 bornes de chrono plat. Comment il se défend, comment il défend ses prérogatives face à Froome ou Thomas. Là, Bernal, il est très content aussi. Landa, il est content. Carapaz, il est content. Quintana, Barguil, il y a du monde qui est content. Il n'y a pas que Pinot non plus. Il n'y a pas que les Français. Oui, mais bon, je pense que en faisant ce tracé, Christian Prudhomme et Thierry Gouvenou n'ont pas pensé à Bernal, Carapaz et Quintana. Aujourd'hui, le favori du prochain Tour de France, ce sera qui ? Thibaut Pinot. Ce sera pas Bernal ? Non. Non, moi, je pense pas. Je pense que Thibaut Pinot en montagne, et peut-être que la vérité de cette année ne sera pas celle de l'année dernière, Thibaut Pinot en montagne, avant ses problèmes physiques, était plus fort que Bernal. Mais en tout cas, et là, on est sur des profils qui demander à Bernal de faire ça. Même si Bernal est bon sur les profils type Liège-Bastogne-Liège ou surtout Tour de Lombardie, j'ai l'impression que Thibaut Pinot est quand même un peu meilleur sur toutes ces étapes. Je pense notamment à mon étape Rennes avec l'arrivée au Pas de Pérol, qui est une étape qui correspond beaucoup plus aux qualités d'un Pinot à Alaphilippe, notamment qu'un Bernal. Et c'est là que les différences peuvent se faire aussi. On peut discuter, mais ça correspond parfaitement aux deux en fait, sur le papier. Et donc en faisant un parcours pour Pinot, tu fais aussi un parcours pour le mec qui vient de gagner le Tour et qui est peut-être le favori des 10 prochaines années. Donc c'est pas non plus un parcours que pour Thibaut Pinot. C'est comme sur la Vuelta quand il faisait des parcours pour Rodriguez ou Valverde, c'était finalement aussi un parcours pour un Horner par exemple. Et ils se sont fait avoir parce qu'un Horner a réussi à gagner une Vuelta à cause de leur parcours pro-puncher. Donc voilà, et moi faut pas oublier non plus que Christian Prudhomme, il a un impératif de spectacle. Alors oui, ce parcours il correspond à Thibaut Pinot, mais c'est surtout un parcours... C'est l'argument qu'il a mis en premier. C'est un parcours pour faire le spectacle, pour que les grimpeurs ne soient pas avoir la déclaration de Thierry Gouvenou, le bras droit de Christian Prudhomme, qui a assumé le parti pris d'avoir un tour qui n'est pas du tout destiné aux rouleurs qui ont tendance à attendre et à récupérer sur le contre-la-montre. Le parcours est bien plus montagneux que l'année dernière. Concernant les Pyrénées, le but est d'inciter les coureurs en mouvement. C'est pourquoi il n'y aura pas d'arrivée en altitude. Ça se défend. Dans l'ensemble, c'est un tour destiné aux grimpeurs punchers. Donc c'est clairement assumé par le Tour de France. Bien sûr. Oui, mais après, tu peux essayer de... Tu vois, on parle de grimpeurs puncher. Justement, pourquoi tu ne mets pas de petites étapes nerveuses en montagne, comme on a pu en voir sur les dernières années ? Ça n'empêche pas non plus de passer par des cols mythiques, parce que finalement, le Tour de France, c'est ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est encore devant le Giro aujourd'hui. C'est parce que le Tour de France a une histoire
exceptionnel. Et cette année, on la galvaude un peu. Heureusement qu'il passe par la Madeleine, j'ai envie de te dire. Tu sais, Paul, à quel point Là, j'ai l'impression de voir. et l'histoire du Tour de France. J'exagère un peu, mais c'est une Vuelta. C'est une Vuelta du riche, j'ai envie de te dire. C'est une Vuelta de riche, avec un profil pour grimpeur puncher. Gouvenou l'a très bien expliqué, avec mine de rien beaucoup moins d'arrivées. C'est mieux tracé, Paul. Tu connais la Vuelta à 180 bornes de plat et un mur sur 5 km à la fin. Ouais, non, c'est mieux tracé parce que aussi le parcours, enfin la géographie française fait qu'on a beaucoup plus de ressources pour tracer de belles étapes. Et encore, je lisais un très beau résumé du tweetos Chris Froome qui disait qu'il y avait mieux à faire, notamment avec ses arrivées et ses étapes de départ et d'arrivée, qu'il aurait pu mieux faire. Mais on peut toujours mieux faire, quoi qu'il arrive. Bah, c'est facile. Il y a des impératifs malgré tout de kilométrage. On ne peut pas faire non plus. Oui, non, mais évidemment. On n'est pas et puis après, moi, je suis là, j'essaie de défendre le côté pas cool de Tour de France, mais le fait est que aussi essayer de développer ces massifs comme comme le Massif central, comme les Vosges ou même le Jura avec le col de la Colombière, je trouve ça très cool. La triple ascension du Grand Colombier, ça nous excite tous. Le col de la Lose aussi, la plongée Belle-Fille aussi, le Orsières-Merlette, Nice, la montagne dès le deuxième jour. C'est plein de trucs qui nous donnent envie. On a envie d'y être. Il y a une volonté de faire découvrir de nouveaux endroits. C'est moderne, ce sera intéressant, mais attention à ne pas trop... Déjà, ne pas trop que ça se voit, parce qu'on parlait du grand Colombier. Je sais, oui, ça, c'est le Grand Colombier, je confonds toujours. Thibaut Pinot s'y est imposé l'an dernier au Tour du Haut-Var. Il s'est imposé même 2 fois. Je crois que la dernière fois, c'était en 2010 ou 2011, je ne sais plus. Encore un col qu'il connaît très bien aussi. Ok, qu'on avantage les Français, etc. Mais là, je trouve que c'est limite... Même pour l'équité, j'en avais parlé tout à l'heure, et pour la morale, je trouve que c'est peut-être un peu trop. On a toujours dit, pour gagner le Tour de France, il faut être complet. Les Français sont mauvais en chrono, ils ne gagneront pas le Tour tant qu'ils sont mauvais en chrono. Historiquement, sur le Tour de France, il y avait des chronos de 100 bornes. Quand René Vietto perd le maillot jaune en 47, il y a un chrono de plus de 100 km à la veille de l'arrivée. Et c'est Jean Robic qui prend le maillot. C'était des tours qui faisaient 5000 bornes. Donc. Aussi, mais il y avait des chronos mais ahurissants. Mais si on reste dans cette philosophie-là, on laisse 100 km de contre-la-montre, comme en 2012, et on a Bradley Wiggins qui gagne le Tour haut la main, et c'est le Tour le plus ennuyeux des 10 dernières années. Donc je veux bien qu'on mette 100 km de chrono en 2021, mais on va s'emmerder. Et on va être là, au moment de faire le débrief du parcours, on dira « Ah bah là, on respecte les traditions, on a mis tous les grands cols et on a mis plein de chronos, faut être complet pour gagner le Tour. » Et quand on sera au mois de juillet, tous les jours, on va se plaindre parce qu'on n'aura pas de spectacle, on aura un mec avec 4 minutes d'avance. Je sais pas, mais si Benjamin Thomas se découvre des qualités très bonnes en montagne et qui devient un des meilleurs rollers du monde, est-ce qu'on sera malheureux, Français? Est-ce qu'on aura la même conclusion, la même analyse si on a un Tour à la 2012 avec 100 bornes de contre-la-montre? Est-ce qu'on se dira « Oh non, c'est chiant, j'aurais aimé voir plus de montagne avec ce grimpeur espagnol. Pour les Anglais non plus. Bah ouais, c'est le Tour de France, on est en France, tu vas pas le faire pour les Anglais ou les Slovènes. Justement, du coup, c'est un argument qui ne marche pas, puisque c'est un argument qui est complètement centré sur le fait que ce Tour, qui est un Tour pour grimpeur puncher, qui est un Tour spectaculaire. Non, c'est le fait que c'est ennuyeux, Paul. Parce que si Pinot gagne le Tour l'année prochaine, ou Bernal a gagné le Tour, tout le monde l'a aimé. Si un Français gagne un Tour ennuyeux, est-ce qu'on trouvera ce Tour ennuyeux? C'est ça aussi la bonne. Nous, peut-être que Français non, mais tout le monde, oui, dira. Est-ce que si j'étais belge, j'aurais la même vision des choses, tu vois? Est-ce que les Belges ont la même vision des choses? Non, je suis d'accord avec toi, Paul. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que Bernal qui gagne l'année dernière, enfin cette année, ou peu importe le vainqueur de l'année prochaine, j'en suis persuadé, on dira que c'était des beaux Tours de France. Et même le Tour de France, même si c'est Pinot et Alaphilippe qui ont fait beaucoup de spectacles avec Bernal en 2019, il n'y a pas que nous Français qui avons trouvé que c'était spectaculaire. Alors que 2012, à part les Anglais, va me trouver quelqu'un qui a bien aimé ce Tour de France. Les Anglais. Voilà, mais alors que c'est malgré tout déjà beaucoup trop unanime. À mon goût. C'est plus unanime sur le Tour 2019 que sur le Tour 2012. On termine ce débat avec un tout petit point, mais je sais que vous êtes d'accord là-dessus. C'est sur ce côté géographique, le Tour qui va énormément dans le sud. Un mot, est-ce que vous trouvez ça honteux, pas honteux? Pas honteux. Non, la dernière fois qu'on a fait 10 étapes dans la partie nord de la France, c'était en Vendée. En 2017 et on s'est emmerdé pendant 10 jours. Je vais faire quoi en Vendée, même dans le Nord, à part aller à Roubaix? Il y a énormément de Vendéens. Non mais oui, la Vendée, la Bretagne sont des grandes terres. Le Tour 2017, il est horrible. Ce sont des grandes terres de cyclisme. Il y a très peu. Après, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait 2 tours de suite que le Grand Ouest est oublié. Donc, mais on y reviendra. C'est pour ça qu'ils sont un peu frustrés. Mais quand on y va, souvent, moi je suis désolé, étant pas breton ou de l'Est, de l'Ouest, j'ai pas d'envie particulière qu'on y aille parce qu'à chaque fois qu'on y va, moi je m'ennuie. Et voilà, puis même le Nord. Il y a eu de belles étapes. Le Nord, si tu passes pas à Roubaix, c'est chiant. Si tu fais pas une étape de pavé, ça sert à rien d'aller dans le Nord. Voilà.
Merci les gars, on a terminé avec cette présentation du Tour de France, je crois, et on va se retrouver. On a été très complet. vite. Hein. Et oui, mais de toute manière. Que ça, En plus, on va bientôt avoir. que ça plaise tous ou les non, on a été profils. complet. Exactement. Merci mon Polo, merci mon Robin. Merci Joseph. Merci À les gars, très c'était vite cool. sur À Roulette. bientôt. Ciao les rouleurs, bisous.